Certaines histoires vous hantent pour toujours, comme des ombres qui s'accrochent à vos pas. Celle-ci, c'est l'histoire de Pierre, mon cousin. Un garçon étrange, mystérieux, dont la présence a bouleversé ma vie. Quand je pense à lui, je ressens encore ce frisson glacé, ce mélange de peur, de tristesse et d'incompréhension. Son visage pâle, son ventre énorme, ses yeux vides, tout ça me revient comme un cauchemar dont on ne se réveille jamais vraiment. Laissez-moi vous raconter, étape par étape, ce qui s'est passé. Accrochez-vous, car cette histoire est sombre, pleine de secrets et de vérités qu'on préférerait ne jamais découvrir. C'était l'été, un de ces étés camerounais où la chaleur vous écrase, où l'air est si lourd qu'on dirait une couverture humide posée sur les épaules. J'avais 13 ans, et la vie dans notre petit quartier était simple. Les enfants jouaient au foot dans la poussière rouge de la rue, les femmes bavardaient sous les manguiers, leur rire résonnant jusqu'au soir. Ma mère, toujours souriante, préparait des plats de plantains frits et de poissons braisés qui embaumaient toute la maison. Mon père, lui, rentrait du travail avec des histoires drôles qu'il racontait en sirotant une bière fraîche. Tout était normal. Jusqu'à l'arrivée de Pierre. Un matin, alors que je jouais aux cartes avec mes amis sur la véranda, une silhouette est apparue au bout de la rue. Un garçon maigre, voûté, avec un sac à dos usé sur l'épaule. Ses vêtements étaient trop grands, flottant autour de lui comme des drapeaux déchirés. Ma mère est sortie de la maison, a plissé les yeux, puis a murmuré « C'est Pierre ». Elle n'a rien ajouté, juste ça. Pierre, notre cousin. Il venait s'installer chez nous, sans explication. La famille, c'est la famille, a-t-elle dit quand je lui ai demandé pourquoi. Mais son ton était bizarre, comme si elle cachait quelque chose. Pierre avait 15 ans, mais il ne ressemblait à aucun adolescent que je connaissais. Il était maigre, presque squelettique, avec des jambes si fines qu'on aurait dit des brindilles prêtes à se casser. Ses bras pendaient mollement, et son visage était étrange. Pâle, cireux, avec des joues creuses et des yeux sombres qui semblaient regarder à travers vous, jamais dans vos yeux. Mais ce qui frappait le plus, c'était son ventre. Un ventre énorme, rond, grotesque, comme s'il portait un ballon sous son t-shirt sale. Quand il marchait, il penchait en avant, comme si ce poids le tirait vers le sol. Les voisins le regardaient avec curiosité, certains avec méfiance. Pierre, lui, ne semblait rien remarquer. Il avançait, tête baissée, avec un sourire vague qui ne révélait rien. Dès qu'il a franchi le seuil de notre maison, j'ai senti un malaise. Vous savez, cette sensation dans le ventre, quand votre instinct vous crie que quelque chose ne va pas? C'était ça avec Pierre. Il n'avait rien fait de mal, pourtant. Il était poli, parlait peu, disait « merci » quand on lui servait à manger. Mais il y avait une ombre autour de lui, une aura pesante qui me donnait la chair de poule. Quand il s'asseyait dans le salon, l'air semblait s'alourdir. Quand il passait près de moi, je reculais sans m'en rendre compte. Et puis, il y avait cette odeur. Pas une odeur de sueur ou de saleté, non. Quelque chose de plus étrange, de métallique, comme du fer rouillé ou du sang séché. Je n'osais pas poser de questions. Ma mère disait toujours, on ne juge pas la famille. Mais au fond de moi, je savais que Pierre n'était pas juste un cousin ordinaire. Les jours ont passé, et Pierre s'est installé dans notre maison comme une tache d'encre sur une page blanche. On lui a donné un matelas dans le salon, près de la fenêtre. Ses affaires étaient simples, un carnet aux pages jaunies, quelques vêtements usés, une paire de chaussures trouées. Il passait ses journées dans un coin, à lire des vieux magazines ou à fixer le vide, comme s'il voyait des choses que personne d'autre ne voyait. Parfois, il disparaissait pendant des heures, sans dire où il allait. Quand il revenait, l'odeur métallique était plus forte, et ses yeux semblaient encore plus creux, comme s'il avait passé la journée dans un autre monde. Ma mère, d'habitude si bavarde, devenait silencieuse en sa présence. Elle lui parlait doucement, mais ses sourires étaient forcés, et ses yeux trahissaient une inquiétude qu'elle ne voulait pas avouer. Mon père, lui, évitait Pierre comme s'il avait peur de lui. Il rentrait tard du travail, trouvait des excuses pour rester dehors, et quand il croisait Pierre, il marmonnait un vague « bonjour » avant de s'éclipser.
Moi, j'observais tout ça en silence, le cœur lourd. Que se passait-il? Pourquoi mes parents, si chaleureux d'ordinaire, semblaient-ils mal à l'aise avec ce cousin? Et pourquoi moi, je ressentais cette envie de m'éloigner de lui, comme si sa simple présence était toxique? Les voisins, eux, commençaient à jaser. Ce garçon, il est bizarre, disait Mama Rose, la vieille femme qui vendait des beignets au coin de la rue. Il a l'air d'un esprit, pas d'un humain. Les enfants du quartier, qui d'habitude m'entraînaient dans leurs jeux, me posaient des questions. C'est qui, ce type avec le gros ventre? Il est malade? Je ne savais pas quoi répondre. Je haussais les épaules, faisais semblant de rire, mais au fond, leurs mots me faisaient peur. Et si Pierre était vraiment différent? Pas juste bizarre, mais autre chose? Un soir, alors que je faisais mes devoirs dans ma chambre, j'ai entendu des éclats de voix. C'était ma mère, et elle criait. Sa voix, d'habitude si douce, était pleine de colère et de peur. « Pierre, tu ne peux pas rester ici, » hurlait-elle. Je me suis glissée hors de ma chambre, le cœur battant à tout rompre, et j'ai entrouvert la porte du salon. Ma mère était debout, les poings serrés, le visage rouge. Pierre, lui, était assis sur le canapé, immobile, les mains posées sur son gros ventre. Il fixait le sol, comme s'il n'entendait pas les mots qui pleuvaient sur lui. « Je t'ai donné une chance, » continuait ma mère, la voix tremblante. « Mais je ne peux plus. Tu dois partir. Demain. » Pierre n'a pas répondu. Il n'a pas bougé. Il était là, comme une statue, son silence plus effrayant que n'importe quelle réponse. Ma mère a fini par tourner les talons, les larmes aux yeux, et je me suis vite cachée dans ma chambre. J'ai passé la nuit à me poser des questions. Qu'avait fait Pierre? Pourquoi ma mère, si patiente, voulait-elle le chasser? Et pourquoi, au fond de moi, je me sentais presque soulagée? Le lendemain matin, Pierre était parti. Il n'a laissé qu'un vide derrière lui, son matelas plié dans un coin, son sac à dos disparu, pas un mot, pas un regard. Ma mère n'a rien dit. Elle a préparé le petit déjeuner comme si de rien n'était, mais ses mains tremblaient, et ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré toute la nuit. Mon père, lui, a juste marmonné, « C'est mieux comme ça. » J'ai essayé de poser des questions. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Pierre est parti? » Elle m'a regardé un instant, et j'ai cru qu'elle allait tout me dire. Mais elle a secoué la tête et murmuré, « Laisse tomber, mon chéri. C'est fini. » Fini? Comment ça, fini? Comment oublier ce cousin qui me donnait des frissons, qui semblait porter un secret trop grand pour lui? Comment oublier cette odeur, ce ventre, ce malaise qui flottait dans l'air dès qu'il était là? Les semaines ont passé, puis les mois. Pierre était comme effacé de nos vies. On n'en parlait jamais. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Mais moi, je ne pouvais pas l'oublier. Chaque nuit, je repensais à lui. À ses silences. À ses yeux vides. À cette sensation qu'il cachait quelque chose de terrible. Je faisais des cauchemars où je le voyais, debout dans l'obscurité, son ventre énorme palpitant comme s'il était vivant. Je me réveillais en sueur, le cœur battant, incapable de me rendormir. Un jour, tout a basculé. C'était un après-midi ordinaire, le genre où le soleil cogne si fort qu'on se cache à l'ombre avec un verre de jus d'hibiscus. Le téléphone a sonné, et ma mère a répondu. D'abord, elle écoutait calmement, mais son visage a changé. Ses yeux se sont écarquillés, sa main s'est crispée sur le combiné. À l'autre bout du fil, j'entendais des pleurs, des sanglots hystériques. C'était ma tante, la mère de Pierre. Quand ma mère a raccroché, elle s'est effondrée sur une chaise, comme si ses jambes ne la portaient plus. Elle a murmuré, d'une voix à peine audible, « Pierre est mort. » Mort? Pierre? J'ai senti mon cœur s'arrêter. Comment? Pourquoi? J'ai bombardé ma mère de questions, mais elle secouait la tête, incapable de parler. Finalement, elle a lâché, une blessure. Une blessure qui n'a jamais guéri. Une blessure?
Ça n'avait aucun sens. Pierre n'avait jamais parlé d'une blessure. Il marchait normalement, il n'avait pas de bandage, rien. Alors quoi? Était-il malade? Avait-il eu un accident? Plus j'y pensais, plus je me souvenais de cette odeur étrange, de ce malaise. Et si sa mort n'était pas un simple accident? Je ne pouvais pas accepter cette explication vague. Une blessure? Ça ne collait pas. J'avais besoin de savoir. J'ai appelé mes autres cousins, ceux qui vivaient avec Pierre avant qu'il ne vienne chez nous. Ils étaient réticents, comme s'ils avaient peur de parler. Mais à force d'insister, l'un d'eux, Paul, a fini par craquer. Écoute, a-t-il dit, la voix tremblante. Pierre, il avait un problème. Pas juste une blessure. Quelque chose de pas normal. Paul m'a raconté que Pierre avait une plaie à la jambe, une plaie qu'il cachait sous ses pantalons longs, même en pleine canicule. Personne ne savait depuis quand elle était là, mais elle ne guérissait pas. Au contraire, elle empirait. La peau autour était noire, infectée, et l'odeur était insoutenable. On lui disait de se laver, de voir un médecin, mais il refusait, a expliqué Paul. Il disait que ça allait passer. Mais ça ne passait pas. Un jour, leur mère, excédée par l'odeur et les plaintes des voisins, a forcé Pierre à montrer sa jambe. Ce qu'ils ont vu les a horrifiés. La plaie était profonde, purulente, avec des vers qui grouillaient à l'intérieur. La chair était en train de pourrir, et l'infection avait atteint l'os. L'odeur était si forte qu'elle faisait tourner la tête, un mélange de mort et de pourriture qui restait dans la gorge. Ils l'ont emmené à l'hôpital en urgence, mais les médecins étaient dépassés. Les antibiotiques ne faisaient rien. Les pansements ne tenaient pas. La plaie semblait, vivante, comme si elle refusait de guérir. Les médecins ont fini par dire qu'il n'y avait plus rien à faire. La gangrène s'était propagée, et Pierre risquait de perdre sa jambe, voire sa vie. Désespérée, la famille a décidé de tenter autre chose. Dans notre village, quand la médecine moderne échoue, on se tourne vers les guérisseurs traditionnels, les marabouts. Ces hommes et femmes, qu'on respecte autant qu'on craint, prétendent pouvoir soigner des maux que la science ne comprend pas. Ma tante a emmené Pierre chez l'un d'eux, un vieil homme connu pour ses pouvoirs, surnommé l'Ancien. L'Ancien vivait dans une petite maison à l'écart du village, entouré d'arbres noueux et de plantes étranges. L'intérieur était sombre, rempli d'herbes séchées, de bougies vacillantes et d'objets bizarres, des os, des plumes, des fioles remplies de liquides troubles. Une odeur d'encens et de terre humide flottait dans l'air, ajoutant à l'atmosphère pesante. L'Ancien, un homme maigre aux yeux perçants, a examiné Pierre en silence. Il a touché la plaie avec des doigts noueux, reniflé l'air comme un animal, fermé les yeux comme s'il écoutait une voix invisible. Puis il s'est redressé et a regardé ma tante dans les yeux. « Cette plaie n'est pas normale, a-t-il dit, sa voix grave résonnant dans la pièce. Ce n'est pas une blessure ordinaire. Il a expliqué que la plaie était maudite. Oui, maudite. Selon lui, Pierre portait un mal plus profond, un mal spirituel, ancré dans son âme. Il sait pourquoi il a cette plaie, a ajouté l'Ancien. Et il sait qu'elle ne guérira jamais. Ma tante était abasourdie. Elle a supplié l'Ancien de faire quelque chose, n'importe quoi. Elle a proposé de l'argent, des sacrifices, des prières. Mais il a secoué la tête. Ce n'est pas à moi de le guérir. C'est à lui de parler. S'il ne dit pas la vérité, il mourra. Parler? La vérité? Quelle vérité? Pierre, lui, restait muet. Il fixait le sol, les lèvres scellées, comme si un poids invisible l'empêchait d'ouvrir la bouche. Ma tante l'a ramené à la maison, mais l'atmosphère était irrespirable. Tout le monde le regardait différemment. Était-il malade? Possédé? Ou cachait-il quelque chose d'encore plus terrible? Les voisins chuchotaient, les enfants évitaient la maison. Même les chiens du quartier, d'habitude si bruyants, se taisaient quand Pierre passait. Les jours passaient, et l'état de Pierre empirait. Sa jambe était méconnaissable,
un amas de chair noire et suintante. Il pouvait à peine marcher, traînant sa jambe comme un fardeau. L'odeur était si forte que les voisins refusaient d'entrer dans la maison. Les mouches tournaient autour de lui, attirées par la pourriture. Ma tante, au bord de la folie, passait ses nuits à prier, à brûler des herbes, à supplier des esprits qu'elle ne comprenait pas. Mais rien ne changeait. Pierre s'enfonçait, et avec lui, toute la famille. Un soir, elle a pris une décision. On retourne voir l'ancien, a-t-elle annoncé. Et cette fois, tout le monde vient. Elle voulait des réponses, coûte que coûte. Moi, je ne voulais pas y aller. L'idée de revoir Pierre, de sentir cette odeur, de plonger dans ce mystère me terrifiait. Mais ma mère m'a pris par la main et m'a dit, « Tu dois venir. C'est important. » Son ton était si grave que je n'ai pas osé refuser. Nous sommes partis à l'aube, un groupe silencieux marchant à travers la forêt. Ma tante, les yeux rougis par les larmes. Mes cousins, tête baissée, comme s'ils portaient un secret trop lourd. Pierre, soutenu par Paul, avançait péniblement, sa jambe enveloppée dans un tissu qui ne cachait plus rien. L'odeur nous suivait, esséurante, comme un nuage invisible. Quand nous sommes arrivés chez l'ancien, le soleil était à peine levé, et une brume légère flottait autour de la maison, ajoutant à l'atmosphère sinistre. L'ancien nous a reçus dans sa maison sombre, éclairée seulement par quelques bougies. Pierre était assis sur un tabouret, le visage pâle, les yeux vides. Son pantalon était relevé, révélant la plaie. Elle était pire que dans mes pires cauchemars, une masse de chair pourrie, avec des filaments blanchâtres qui bougeaient comme des vers. L'odeur me donnait envie de vomir, mais je me suis forcée à rester. L'ancien s'est approché de Pierre et a posé une main sur son épaule. « Parle, a-t-il dit, d'une voix grave. Si tu ne parles pas, tu mourras. Pas dans un mois, pas dans une semaine. Aujourd'hui. » Le silence était insupportable. On entendait seulement le crépitement des bougies et les sanglots de ma tante. Puis, soudain, Pierre a levé la tête. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais aussi, de terreur. « Je vais parler, » a-t-il murmuré, d'une voix brisée. Ce qu'il a raconté ensuite nous a tous pétrifiés. Pierre a commencé par parler d'un oncle, tonton André, un homme que tout le monde dans la famille connaissait. Tonton André était le genre de personne qui attirait les regards, grand, charismatique, toujours une blague en réserve. Mais il avait aussi une face cachée. On murmurait qu'il trempait dans des affaires louches, des rituels secrets, des pratiques que personne n'osait nommer. Les anciens du village le regardaient avec méfiance, mais personne n'avait de preuves. Juste des rumeurs. Un jour, tonton André est tombé malade. Au début, ce n'était rien de grave, une fièvre, des douleurs dans le corps. Mais son état s'est aggravé à une vitesse effrayante. Il maigrissait à vue d'œil, délirait, parlait de silhouettes noires qui le suivaient dans l'obscurité. Les médecins étaient perplexes. Les examens ne montraient rien, pas d'infection, pas de virus, rien. Désespéré, la famille l'a emmené voir un autre type de guérisseur, un homme qu'on appelait le voyant. Le voyant vivait loin du village, dans une hutte isolée au milieu de la forêt. On disait qu'il pouvait voir dans l'âme des gens, qu'il parlait aux esprits. Quand il a examiné tonton André, son visage s'est assombri. « On t'a mangé », a-t-il déclaré. « Manger ? » ?»« Oui, manger. » Dans notre culture, il existe des croyances anciennes, des histoires de sorcellerie où des gens malveillants peuvent manger l'âme ou l'énergie d'une personne, la condamnant à une mort lente et douloureuse. Selon le voyant, des membres de la famille de tonton André, des sorciers cachés, l'avaient mangé dans un rituel secret. Le voyant a promis de le sauver, mais à une condition, il fallait récupérer tous les morceaux de tonton André. Dans le monde spirituel, a-t-il expliqué, quand on mange quelqu'un, son corps est divisé en morceaux, partagés entre les sorciers. Ces morceaux doivent être rendus pour que la victime survive. S'il en manque un seul, c'est la mort assurée. C'est là que l'histoire devient cauchemardesque. Pierre a avoué qu'il était impliqué. Pas juste impliqué, non.
Il était au cœur du rituel. Vous vous souvenez de son ventre, ce gros ventre qui semblait si anormal? Selon Pierre, ce ventre était un congélateur. Oui, un congélateur spirituel, où les sorciers de la famille stockaient les morceaux des victimes. Et Pierre, à cause de sa gourmandise insatiable, avait été choisi pour cette tâche. Depuis qu'il était petit, Pierre mangeait sans s'arrêter. Des plats entiers, des restes, même des choses immangeables. On riait de lui, on disait qu'il avait un estomac sans fond. Mais sa faim n'était pas normale. Elle était surnaturelle. Chaque fois qu'il mangeait, il nourrissait les morceaux stockés dans son ventre, les gardant frais pour les sorciers. Son ventre, si gros, si disproportionné, était littéralement un entrepôt de chair spirituelle. Quand tonton André avait été mangé, Pierre avait reçu une partie de lui, un morceau de son mollet. Il était censé le garder, rien de plus. Mais un jour, alors que la faim le dévorait, Pierre n'a pas pu se retenir. Il a pris ce morceau, et il l'a mangé. Quand le voyant a commencé à récupérer les morceaux de tonton André, il a menacé les sorciers de la famille. « Rendez tout, ou je vous tuerai un par un », a-t-il dit, sa voix résonnant comme un grondement de tonnerre. Terrifiés, ils ont obéi. Un par un, ils ont rendu leurs morceaux, comme des voleurs pris sur le fait. Mais quand est venu le tour de Pierre, il manquait une partie. Le morceau qu'il avait mangé. Les sorciers, paniqués, ont décidé de prendre une mesure extrême. Pour remplacer le morceau manquant, ils ont coupé une partie de Pierre lui-même. Spirituellement, ils ont tranché un morceau de sa propre chair, au même endroit que le morceau qu'il avait mangé, son mollet. Mais ce sacrifice a eu un prix. La blessure qui est apparue sur sa jambe n'était pas une simple plaie. Elle était maudite, liée au rituel. Elle ne pouvait pas guérir, car elle était le châtiment de son acte. C'est cette plaie qui l'a tué. Cette plaie qui pourrissait, qui sentait la mort, qui refusait tous les traitements. Cette plaie qui était, en réalité, la conséquence de sa gourmandise. Après sa confession, Pierre était épuisé, vidé. Il pleurait, mais il semblait presque soulagé, comme s'il avait porté ce secret trop longtemps. L'ancien a hoché la tête et a dit, « Maintenant, je peux l'aider. » Pas le guérir, non. Mais abréger ses souffrances. Il a préparé un rituel, un mélange d'herbes, de prières et de gestes que je ne comprenais pas. Il a murmuré des mots dans une langue ancienne, il a brûlé des feuilles qui sentaient la terre et le feu. Pierre était allongé, les yeux fermés, comme s'il s'abandonnait enfin. À la fin, l'ancien a dit, « Il ne souffrira plus. » Quelques heures plus tard, Pierre est mort. Pas dans la douleur, pas dans l'agonie. Il s'est éteint doucement, comme une bougie qu'on souffle. Ma tante pleurait, mais elle semblait aussi résignée. Comme si elle savait, au fond, que c'était la seule issue. Cette histoire m'a changé à jamais. Pendant des mois, je n'ai pas dormi. Je revoyais Pierre, son ventre, sa plaie, ses yeux pleins de peur. Je me demandais, comment un garçon si jeune avait-il pu porter un tel fardeau? Était-il coupable, ou était-il une victime, manipulé par des forces qu'il ne comprenait pas? J'ai appris que la gourmandise, ce péché qu'on prend à la légère, peut avoir des conséquences inimaginables. J'ai appris que les secrets, même bien gardés, finissent toujours par remonter à la surface. Et j'ai appris que, dans certaines familles, il y a des vérités qu'on préférerait ne jamais connaître. Aujourd'hui, quand je passe devant l'ancienne maison de Pierre, je ressens encore ce frisson, ce malaise. Je me demande si son esprit est en paix, ou s'il erre encore, portant son ventre lourd de secrets. Une chose est sûre, je n'oublierai jamais Pierre. Pas à cause de ce qu'il a fait, mais à cause de ce qu'il m'a appris sur le monde, sur la famille, et sur les ombres qui se cachent derrière les sourires.